Si vous êtes père, mère ou travaillez avec des enfants, cette vidéo peut changer la façon dont vous comprenez l'impact réel du divertissement pour enfants. Restez avec moi, car ce que nous allons découvrir aujourd'hui pourrait être la clé du bien-être futur des enfants que vous aimez le plus. Bonjour, je suis Boris Cyrulnik et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui peut affecter profondément le développement émotionnel et psychologique de vos enfants sans que vous ne vous en rendiez compte. Au cours de mes années d'expérience en tant que psychiatre, j'ai observé un schéma inquiétant dans mon cabinet. Des enfants de plus en plus anxieux, agressifs et incapables de gérer leurs émotions. Et savez-vous ce que beaucoup de ces cas ont en commun? Le contenu qu'ils consomment quotidiennement. Aujourd'hui, nous allons analyser comment certains dessins animés, apparemment innocents, programment le cerveau de nos petits d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Je vais vous raconter 3 cas réels de ma consultation qui vous feront complètement reconsidérer ce que vous permettez à vos enfants de regarder. Et à la fin, je vous donnerai des outils pratiques pour protéger leur développement neurologique et émotionnel. Commençons par comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant lorsqu'il consomme du contenu audiovisuel. Le système nerveux de l'enfant est en plein développement, en particulier les zones liées à l'attention, à l'autorégulation émotionnelle et à la capacité de concentration. Je me souviens parfaitement du cas de Sophia, une fille de 6 ans arrivée à mon cabinet avec ce que ses parents décrivaient comme un comportement impossible. Elle ne pouvait pas rester tranquille plus de 5 minutes, avait des épisodes d'agressivité inexplicables et souffrait de cauchemars constants. En approfondissant ses routines, nous avons découvert qu'elle passait plus de 4 heures par jour à regarder des dessins animés, caractérisés par des changements de scène extrêmement rapides, des couleurs saturées et des stimuli auditifs constants. Le problème avec ces dessins animés hyperstimulants est qu'ils génèrent ce que nous appelons une dépendance au stimulus. Le cerveau de l'enfant s'habitue à avoir besoin de niveaux de stimulation de plus en plus élevés pour se sentir satisfait. Cela signifie que des activités quotidiennes comme lire un livre, jouer calmement ou tenir une conversation deviennent ennuyeuses car elles ne fournissent pas la décharge de dopamine à laquelle le cerveau s'est habitué. Les dessins animés problématiques partagent souvent des caractéristiques spécifiques. Changement de scène toutes les 2 ou 3 secondes, musique stridente sans pause, personnages qui crient constamment et situations de conflit continu sans résolution constructive. Ces éléments créent une suractivation du système d'alerte de l'enfant, le maintenant dans un état d'hypervigilance qui est complètement contre nature pour son développement. D'un point de vue neuroscientifique, nous parlons d'une altération de la production de neurotransmetteurs clés comme la dopamine et la sérotonine. La dopamine, responsable de la sensation de récompense et de plaisir, monte en flèche de manière artificielle et constante pendant ces programmes. Le résultat est que l'enfant développe une tolérance qui nécessite des stimuli de plus en plus intenses pour éprouver de la satisfaction. Mais voici le plus inquiétant. Cette altération neurochimique ne se limite pas au moment de regarder la télévision, elle s'étend à toute la vie de l'enfant. J'ai observé comment des enfants exposés régulièrement à ce type de contenu développent des difficultés à apprécier des activités nécessitant une concentration soutenue, comme étudier, écouter une explication en classe ou même dormir sans stimuli externes. Avant de continuer, si cette information vous est utile et que vous pensez qu'elle peut aider d'autres parents à protéger le développement de leurs enfants, je vous demande de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Partager cette connaissance est fondamental pour créer une conscience collective sur quelque chose qui affecte des millions d'enfants. Votre like et votre abonnement m'aident à atteindre plus de familles qui ont besoin de cette information. Maintenant, parlons de quelque chose qui me préoccupe profondément en tant que professionnel de la santé mentale. Comment certains dessins animés enseignent à nos enfants des schémas émotionnels dysfonctionnels qui se manifestent ensuite dans leurs relations et comportements. Prenons le cas d'Alejandro, un garçon de 8 ans,
qui a développé ce que ses parents décrivaient comme des crises de colère impossibles à contrôler. Au cours de nos séances, nous avons découvert que son émission préférée présentait constamment des personnages résolvant les conflits par des cris, de la manipulation émotionnelle ou une violence amusante. Le message subliminal qu'Alejandro avait intériorisé était simple. Quand tu n'obtiens pas ce que tu veux, la réponse appropriée est d'augmenter l'intensité émotionnelle jusqu'à ce que les autres cèdent. Cela nous amène à un concept fondamental. Les enfants apprennent plus par mimétisme que par instruction directe. Si un personnage de dessin animé qu'ils admirent résout des problèmes en criant, en mentant ou en étant cruel avec les autres, ils apprennent que ce sont des stratégies valides et efficaces. Le cerveau de l'enfant ne distingue pas la fiction de la réalité de la même manière qu'un adulte. Pour eux, ce qu'ils voient à répétition devient une carte de la façon dont le monde fonctionne. Les dessins animés problématiques présentent souvent plusieurs schémas toxiques récurrents. Premièrement, la normalisation de la cruauté comme humour. Des personnages qui se blessent entre eux, s'humilient ou se trahissent, mais tout est présenté comme drôle. Cela enseigne aux enfants que faire du mal aux autres peut être amusant et socialement acceptable. Deuxièmement, la présentation d'émotions intenses comme seule forme valide d'expression. Des personnages qui ne communiquent qu'en criant, en pleurant dramatiquement ou en ayant des accès de colère. Les enfants exposés à ces schémas apprennent que les émotions régulées et la communication calme sont ennuyeuses ou moins efficaces. Troisièmement, l'absence de conséquences réelles pour les comportements destructeurs. Dans beaucoup de ces dessins animés, les personnages peuvent être cruels, irresponsables ou destructeurs dans un épisode et dans le suivant, tout est réinitialisé sans qu'ils n'aient rien appris ni affronté de conséquences naturelles pour leurs actions. Un aspect particulièrement préoccupant est la façon dont ces dessins animés peuvent programmer des schémas relationnels dysfonctionnels. J'ai vu des enfants développer des dynamiques de drame dans leurs amitiés, créant des conflits artificiels parce qu'ils ont appris que les relations intéressantes impliquent toujours tension, compétition ou trahison. Je me souviens du cas de Camila, une fille de 7 ans qui a commencé à manipuler émotionnellement ses parents en utilisant des techniques qu'elle avait vues dans son dessin animé préféré. Quand elle n'obtenait pas ce que tu voulais, elle adoptait la personnalité de victime de son personnage préféré, avec larmes dramatiques et monologues sur l'injustice de la vie. Ses parents, sans s'en rendre compte, renforçaient ce schéma en cédant face à ces représentations émotionnelles. L'impact à long terme de cette programmation émotionnelle est significatif. Nous voyons une génération d'enfants arriver à l'adolescence sans outils pour une régulation émotionnelle saine, avec des attentes irréalistes sur le fonctionnement des relations et une tolérance très faible à la frustration et à l'ennui. De mon point de vue de psychiatre, ce qui me semble le plus alarmant est la façon dont ces schémas se consolident dans la période la plus critique du développement neurologique. Entre 3 et 10 ans, le cerveau forme les connexions neuronales qui détermineront les schémas de réponse émotionnelle pour toute la vie. Nous arrivons maintenant à l'un des effets les plus dévastateurs que j'observe dans ma pratique clinique. La destruction systématique de la capacité d'attention soutenue chez les enfants. Et je veux être très clair à ce sujet, car ce n'est pas une exagération. Nous parlons d'un changement neurologique réel et mesurable. Le cerveau humain a évolué pour alterner entre des périodes d'attention soutenue et de repos. Cependant, les dessins animés modernes problématiques ont créé un schéma de stimulation constante qui restructure littéralement l'architecture neuronale de nos enfants. Permettez-moi de vous parler de Diego, un garçon de 9 ans arrivé à mon cabinet parce que ses enseignants s'inquiétaient de son incapacité à se concentrer plus de 2 minutes sur n'importe quelle tâche. Ses parents me le décrivaient comme un garçon intelligent qui semblait se perdre constamment, comme si son esprit était toujours ailleurs. En analysant ses habitudes de consommation médiatique, nous avons découvert que son cerveau avait été littéralement entraîné à attendre un changement de stimulus
toutes les quelques secondes. Les dessins animés qu'il regardait changeaient de scène, de perspective, de personnage ou d'action toutes les 2 ou 3 secondes. Son cerveau avait appris que maintenir l'attention sur quelque chose plus longtemps était anormal. Cela nous amène à un concept crucial, la neuroplasticité. Le cerveau de l'enfant est extraordinairement plastique, ce qui signifie qu'il se modèle selon les schémas de stimulation qu'il reçoit régulièrement. Si un enfant est constamment exposé à du contenu qui ne nécessite qu'une attention superficielle et changeante, son cerveau développera des réseaux neuronaux optimisés pour ce type de traitement. Le problème est que ces mêmes réseaux neuronaux sont exactement l'opposé de ce qui est nécessaire pour l'apprentissage scolaire profond, la créativité authentique, la résolution de problèmes complexes et le développement de relations significatives. Toutes ces activités nécessitent ce que les neuroscientifiques appellent l'attention soutenue, la capacité de maintenir le focus sur une seule chose pendant des périodes prolongées. J'ai observé que les enfants affectés par ce schéma développent ce que j'appelle le syndrome de l'attention fragmentée. Ils ne peuvent pas lire plus de quelques paragraphes sans ressentir le besoin compulsif de chercher un autre stimulus. Ils ne peuvent pas écouter une explication complète sans que leur esprit ne décroche. Ils ne peuvent pas apprécier des jeux qui nécessitent patience ou contemplation. Mais voici quelque chose d'encore plus préoccupant. La perte de la capacité à l'ennui productif. L'ennui n'est pas l'ennemi du développement de l'enfant, c'est l'un de ses meilleurs alliés. Quand un enfant s'ennuie sainement, son cerveau entre dans ce que nous appelons le réseau du mode par défaut, un état qui est fondamental pour la créativité, l'introspection et la consolidation des apprentissages. Les enfants surestimulés par des dessins animés problématiques perdent l'accès à cet état neurologique crucial. Au lieu que l'ennui les pousse à créer, imaginer ou réfléchir, ils génèrent de l'anxiété et un besoin compulsif de chercher plus de stimulation externe. L'impact scolaire de ceci est dévastateur. Des enseignants de tout le pays me signalent qu'ils ont des classes pleines d'enfants qui ne peuvent physiquement pas maintenir l'attention pendant un cours traditionnel. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que neurologiquement, ils ne peuvent plus. Leurs cerveaux ont été restructurés pour fonctionner en mode d'attention dispersée et superficielle. Je me souviens particulièrement du cas d'Anna, une fille brillante de 8 ans qui avait commencé à faire des cauchemars où elle ne pouvait pas arrêter son cerveau. Elle me décrivait la sensation comme si elle avait beaucoup de télévision allumée dans sa tête en même temps. C'est une description parfaite de ce qui se passe lorsque le cerveau de l'enfant a été surestimulé au point de perdre sa capacité naturelle de régulation. Le plus tragique dans tout cela est que nous volons à nos enfants l'une des expériences les plus profondes de l'existence humaine. La capacité d'être présent, la pleine conscience, la contemplation, l'appréciation profonde de la beauté, la connexion authentique avec d'autres êtres humains. Toutes ces expériences nécessitent l'habileté de soutenir l'attention de manière calme et focalisée. Après avoir présenté ce panorama qui peut sembler accablant, je veux vous offrir de l'espoir et des outils pratiques. La neuroplasticité qui permet que ces dommages se produisent signifie aussi qu'ils peuvent être inversés. J'ai vu des transformations extraordinaires chez des enfants dont les parents ont mis en œuvre des changements conscients et informés. Premièrement, parlons de ce qu'il faut rechercher dans un contenu audiovisuel sain pour les enfants. Les dessins animés qui soutiennent un développement neurologique sain ont des caractéristiques spécifiques. Rythme lent, avec suffisamment de temps pour que l'enfant traite chaque scène, transition douce entre les séquences, personnages qui modèlent une résolution constructive des conflits et périodes de silence ou de musique calme qui permettent au cerveau de se reposer. Un excellent exemple sont les productions qui incluent des éléments de la nature, des récits qui enseignent la patience et la persévérance, et des personnages qui affrontent des défis réels, mais adaptés à leur âge. Le contenu idéal non seulement évite la surexcitation, mais enseigne activement des compétences émotionnelles et sociales saines. Mais soyons réalistes sur le processus de transition.
Si votre enfant est déjà habitué à un contenu hyper stimulant, changer brutalement peut générer de la résistance et ce qui ressemble à des symptômes de sevrage. J'ai développé un protocole graduel que j'ai utilisé avec succès auprès de centaines de familles. La première phase implique une réduction graduelle. Au lieu d'éliminer complètement le contenu problématique du jour au lendemain, réduisez progressivement le temps d'exposition, tout en introduisant des alternatives plus saines. Nous commençons par des sessions de désintoxication visuelle de seulement 15 à 20 minutes par jour, où l'enfant participe à des activités complètement sans écran. Pendant ces sessions de désintoxication, il est crucial d'offrir des activités qui nourrissent les mêmes zones du cerveau qui ont été surexcitées, jeux nécessitant une construction séquentielle, puzzles adaptés à l'âge, activités artistiques impliquant le processus plus que le résultat, et surtout du temps dans la nature. La nature a un effet réparateur unique sur le système nerveux de l'enfant. Les motifs fractales des feuilles, le son de l'eau qui coule, la complexité visuelle douce d'un jardin, tous ces éléments fournissent une stimulation riche mais non accablante. C'est comme si la nature était l'antidote parfait à la surexcitation technologique. J'ai vu des résultats extraordinaires avec ce que j'appelle la thérapie de l'attention progressive. Nous commençons par des activités qui ne nécessitent que 3 à 5 minutes d'attention soutenue et nous augmentons progressivement la durée. Cela pourrait être aussi simple que de demander à l'enfant d'observer complètement une fleur en décrivant chaque détail qu'il remarque ou d'écouter un morceau de musique court les yeux fermés en prêtant attention à chaque instrument. Un élément crucial dans ce processus est la participation active des parents. Les enfants ont besoin de voir leurs adultes de référence modéliser des comportements d'attention sains. Cela signifie que les parents doivent aussi examiner leur propre consommation médiatique et leur capacité à être présents avec leurs enfants. Je me souviens du cas transformateur de la famille Gonzalez. Quand ils ont mis en place ce que nous appelons les heures sacrées sans écran chaque après-midi, il y avait initialement de la résistance tant des parents que des enfants. Mais après 3 semaines, ils m'ont rapporté que leurs enfants avaient commencé à demander spontanément ces heures car ils avaient redécouvert le plaisir de jouer de manière créative, de discuter et simplement d'être ensemble. Une stratégie particulièrement efficace est ce que j'appelle la co-création de normes médiatiques. Au lieu d'imposer des règles unilatéralement, impliquer les enfants dans des conversations adaptées à leur âge sur la façon dont les médias affectent leur corps et leurs esprits. Les enfants sont étonnamment réceptifs quand ils comprennent le pourquoi derrière les limites. En tant que professionnel de la santé mentale, je considère fondamental que les parents sachent reconnaître quand l'impact du contenu médiatique a franchi la ligne de la normalité vers quelque chose qui nécessite une intervention professionnelle. Tous les changements de comportement chez l'enfant ne nécessitent pas une thérapie, mais certains schémas spécifiques demandent une attention spécialisée. Les signaux d'alerte les plus significatifs incluent des changements drastiques dans les habitudes de sommeil, qui persistent plus de 2 semaines après avoir modifié la consommation médiatique. Si un enfant continue d'avoir des cauchemars récurrents, de l'insomnie ou des terreurs nocturnes liées à un contenu qu'il a vu, cela indique que le matériel a profondément impacté son système nerveux et peut nécessiter un traitement thérapeutique. Un autre signal critique est l'apparition de comportements agressifs ou sexualisés qui ne correspondent pas au développement normal de l'enfant. J'ai vu des cas où de très jeunes enfants reproduisent des comportements observés dans un contenu inapproprié, sans vraiment comprendre ce qu'ils font. Cela nécessite une intervention immédiate, non seulement pour protéger l'enfant, mais pour l'aider à traiter une exposition prématurée à des concepts que son cerveau n'est pas prêt à gérer. Les changements sévères dans la capacité de socialisation méritent aussi une attention professionnelle. Si un enfant qui appréciait auparavant le jeu coopératif et les interactions sociales commence à s'isoler, montre de l'agressivité envers d'autres enfants ou développe des peurs irrationnelles envers des situations sociales normales,
Ceux-ci peuvent être des indicateurs que sa programmation émotionnelle a été significativement altérée. Je me souviens vivement du cas de Lucas, un garçon de 6 ans qui a développé ce qui semblait être un trouble anxieux sévère après une exposition à du contenu d'horreur déguisé en divertissement pour enfants. Ses parents pensaient initialement que c'était juste une phase, mais quand il a commencé à avoir des attaques de panique dans des situations quotidiennes, comme aller à l'école ou rester seul dans sa chambre, ils ont compris qu'ils avaient besoin d'une aide spécialisée. Un signal particulièrement préoccupant est la perte de capacité pour le jeu imaginatif indépendant. Si un enfant qui pouvait auparavant se divertir de manière créative pendant des périodes adaptées à son âge, a soudainement besoin d'une stimulation constante de l'extérieur et ne peut pas générer son propre jeu, cela suggère que sa créativité naturelle a été compromise de manière significative. Les changements dans l'appétit et la relation avec la nourriture peuvent aussi être liés à une surexcitation médiatique. J'ai observé des enfants qui développent le besoin de manger tout en consommant du contenu ou qui perdent intérêt pour les repas familiaux car ils nécessitent une stimulation visuelle constante pour pouvoir manger. Cependant, je veux rassurer les parents. La plupart des effets négatifs du contenu médiatique inapproprié sont réversibles avec une intervention précoce et des changements cohérents dans l'environnement de l'enfant. Le cerveau de l'enfant est extraordinairement résilient et j'ai été témoin de récupération complète chez des enfants qui semblaient sévèrement affectés. La clé est l'intervention précoce. Plus tôt vous identifiez et abordez ces schémas, plus il sera facile de restaurer un développement neurologique sain. Attendre que les comportements problématiques se résolvent d'eux-mêmes aboutit généralement à ce qu'ils deviennent plus enracinés et difficiles à modifier. Lorsque vous cherchez une aide professionnelle, il est important de trouver un thérapeute qui comprend spécifiquement l'impact neurologique du contenu médiatique sur le développement de l'enfant. Tous les professionnels de la santé mentale ne sont pas à jour dans ce domaine de connaissances relativement nouveau. La protection contre l'impact négatif du contenu médiatique inapproprié ne consiste pas seulement en une restriction. Il s'agit de créer activement un environnement familial qui nourrit toutes les dimensions d'un développement infantile sain. Dans mes années de pratique, j'ai identifié des éléments spécifiques que les familles les plus performantes ont en commun. Le premier élément est la création de ce que j'appelle des espaces sacrés de connexion. Ce sont des moments et des lieux dans la maison qui sont complètement libres de technologie et dédiés exclusivement à l'interaction humaine authentique. Il ne s'agit pas d'éliminer toute la technologie de la vie familiale, mais de créer des refuges intentionnels où la connexion humaine profonde peut fleurir. L'un des rituels les plus puissants que je recommande est l'institution de repas familiaux sans appareil, où la conversation se concentre sur les expériences réelles de chaque membre de la famille. J'ai observé que les enfants qui participent régulièrement à ces repas développent des compétences de communication supérieures, une meilleure régulation émotionnelle et des liens familiaux plus forts. La lecture partagée est un autre élément transformateur. Je ne parle pas seulement de lire des histoires avant de dormir, bien que cela soit aussi précieux. Je parle de créer une culture familiale où les livres sont valorisés et où les enfants voient leurs parents lire pour le plaisir. Les enfants apprennent plus par l'exemple que par l'instruction. Et quand ils voient que les adultes trouvent une satisfaction authentique dans des activités nécessitant une concentration soutenue, ils intériorisent que ces comportements sont précieux et satisfaisants. Le jeu libre non structuré est absolument crucial pour le développement neurologique sain, mais beaucoup de familles modernes ont perdu l'art de permettre aux enfants de s'ennuyer de manière productive. Les enfants ont besoin de temps réguliers où il n'y a pas d'activité planifiée, pas de stimuli externes dirigés, et où ils peuvent simplement suivre leur curiosité naturelle là où elle les mène. Pendant ces périodes de jeu libre, il est normal et sain que les enfants vivent des moments d'ennui. Au lieu de les sauver immédiatement avec du divertissement,
Permettez-leur de naviguer à travers cet inconfort initial vers la créativité qui surgit naturellement de l'autre côté de l'ennui. L'exposition régulière à la nature est un autre composant non négociable d'un développement sain. Vous n'avez pas besoin de vivre à la campagne pour cela. Même des activités simples comme marcher dans des parcs urbains, observer les nuages ou entretenir des plantes à la maison peuvent fournir la connexion avec les rythmes naturels dont le cerveau de l'enfant a besoin pour se développer de manière équilibrée. J'ai remarqué que les familles qui priorisent les activités en plein air ont des enfants avec une meilleure régulation émotionnelle, une plus grande capacité d'attention et moins de problèmes liés à l'anxiété. Il y a quelque chose de profondément réparateur dans les motifs complexes mais harmonieux de la nature, qui contrecarre parfaitement la surexcitation des médias numériques. La musique joue un rôle spécial dans le développement neurologique sain. Pas n'importe quelle musique, mais surtout la musique qui nécessite une écoute active. Musique classique, folk, jazz ou tout genre, ayant une complexité harmonique et rythmique. Jouer d'un instrument de musique est encore mieux, car cela intègre de multiples systèmes cérébraux, favorisant ainsi une neuroplasticité saine. Un aspect qui passe souvent inaperçu est l'importance d'enseigner aux enfants des compétences pratiques qui nécessitent de la concentration et produisent des résultats tangibles. Cuisiner ensemble, jardiner, projets de construction simple, art et artisanat. Toutes ces activités enseignent au cerveau que la satisfaction réelle vient du processus soutenu vers des objectifs significatifs et non de la stimulation instantanée. Je me souviens de la transformation extraordinaire de la famille Martinez, qui a mis en place ce que nous appelons le samedi sans écran. Initialement, il y avait de la résistance, mais progressivement, ces jours sont devenus les préférés de toute la famille. Les enfants ont redécouvert des jeux qu'ils avaient oubliés. Les parents ont redécouvert la satisfaction d'être complètement présents avec leurs enfants. Mais toute la famille a développé des traditions et des souvenirs qu'ils continuent de chérir des années plus tard. Nous arrivons à la fin de ce parcours sur un sujet qui me passionne profondément, car j'ai vu de première main tant les dommages qui peuvent être causés que la guérison qui est possible lorsque nous agissons avec connaissance et intention. Ce que nous avons exploré aujourd'hui n'est pas seulement de la théorie académique, c'est le résultat d'années d'observation clinique et d'accompagnement de centaines de familles dans des processus de transformation réelle. Chaque cas que j'ai partagé avec vous représente non seulement la souffrance d'un enfant et de sa famille, mais aussi l'espoir que la connaissance peut créer des changements profonds et durables. Je veux que nous réfléchissions ensemble à quelque chose de fondamental. Nos enfants grandissent dans un monde qui n'existait pas quand nous étions enfants. Les défis qu'ils affrontent sont uniques dans l'histoire humaine et les solutions qui ont fonctionné pour les générations précédentes ne seront pas nécessairement suffisantes. Or, ce n'est la faute de personne. C'est simplement la réalité de vivre à une époque de transformation technologique accélérée. Mais précisément parce que nous sommes la première génération à naviguer ces défis, nous avons la responsabilité et l'opportunité de créer de nouveaux paradigmes d'éducation qui protègent le meilleur du développement humain, tout en embrassant de manière consciente et intentionnelle les outils technologiques qui peuvent enrichir nos vies. Le message principal que je veux que vous emportiez aujourd'hui est celui-ci. Vous avez plus de pouvoir que vous ne l'imaginez pour influencer le développement neurologique et émotionnel de vos enfants. Chaque décision sur le contenu que vous autorisez, chaque moment de pleine conscience que vous partagez avec eux, chaque limite bienveillante que vous posez, façonne littéralement l'architecture de leur cerveau et les bases de leur bien-être futur. Il ne s'agit pas de créer de la culpabilité ou de l'anxiété supplémentaire dans la tâche déjà complexe d'être parent au XXIe siècle. Il s'agit de vous donner le pouvoir par la connaissance, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées qui soient alignées avec vos valeurs les plus profondes sur le type d'êtres humains que vous voulez aider à former.
Les changements n'ont pas besoin d'être dramatiques pour être efficaces. Parfois, les transformations les plus profondes naissent d'ajustements petits mais cohérents, réalisés avec une intention claire et un amour inconditionnel. Un peu moins de temps devant les écrans ici, un peu plus de conversation authentique là, des moments réguliers de connexion sans appareil. Ces petites graines peuvent fleurir en changements extraordinaires. Rappelez-vous aussi que ce processus est autant pour vous que pour vos enfants. Quand vous créez un environnement familial qui nourrit la présence, la créativité et la connexion authentique, vous en bénéficiez aussi. Beaucoup de parents me rapportent que les changements qu'ils ont mis en œuvre pour protéger leurs enfants ont aussi amélioré significativement leur propre qualité de vie et bien-être émotionnel. Si quelque chose de ce que nous avons exploré aujourd'hui résonne avec votre expérience, si vous reconnaissez certains de ces schémas dans votre propre famille, ou si vous sentez simplement que cette information pourrait être précieuse pour d'autres parents, dans votre communauté, je vous invite à partager cette connaissance. Le changement social significatif commence toujours par des conversations individuelles qui s'étendent progressivement jusqu'à créer de nouvelles normes culturelles. Et maintenant, je veux vous entendre. Après tout ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui, j'aimerais beaucoup savoir, reconnaissez-vous certains de ces schémas dans votre vie quotidienne avec vos enfants? Avez-vous remarqué des changements dans leur comportement, attention ou régulation émotionnelle qui pourraient être liés à leur consommation médiatique? Ou peut-être avez-vous déjà expérimenté la réduction de certains types de contenus et observé des améliorations? Je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Votre histoire peut être exactement ce qu'un autre parent a besoin d'entendre pour se sentir moins seul. Dans ce processus, ou pour trouver la motivation de faire des changements qu'ils envisageaient. Parfois, savoir que d'autres ont affronté des défis similaires et ont trouvé des solutions est ce qui nous donne le courage de faire le premier pas vers la transformation. J'aimerais aussi savoir quelles stratégies spécifiques ont fonctionné pour vous, quelles résistances vous avez rencontrées et quelles ressources supplémentaires vous seraient utiles pour continuer à approfondir ce sujet. La parentalité consciente est un chemin qui se parcourt mieux en communauté, en apprenant les uns des autres et en nous soutenant mutuellement dans la belle et difficile tâche de guider nos enfants vers leur plein potentiel. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion si importante. Rappelez-vous que chaque moment est une nouvelle opportunité de choisir consciemment comment nous voulons influencer le développement de ces êtres humains extraordinaires que nous avons le privilège d'accompagner dans leurs premières années de vie.